Martin. Merci de me recevoir aujourd'hui pour venir vous parler de la gestion. La présentation que je vais faire aujourd'hui, c'est une présentation que j'ai faite pour l'AQUINAC il y a 3 ans environ, que j'ai adaptée et que je viens vous représenter aujourd'hui. Et à ce moment-là, je l'avais montée aussi avec Nadia. Nadia, elle est où? Est-ce qu'elle est ici? Parce qu'on a parlé de Nadia tantôt qui était sur votre comité. Nadia avait participé à l'élaboration de cette présentation-là, ainsi que d'autres personnes du SEGA. Alors, moi, j'aime bien casser la glace en début de journée avec un peu d'humour. Alors, c'est le producteur comme ça qui décide de mettre sa terre à vendre. Et puis, c'est ça, il l'annonce. Et puis, c'est un Québécois. Et puis, il y a un gars du Texas qui arrive. Puis lui, il a le goût d'avoir les pieds un peu partout. Fait qu'il dit au producteur, il dit, moi, j'aimerais ça que tu me dises, tu sais, ta terre, ça ressemble à quoi si vite, vite de même? Il dit, c'est simple, là. Il dit, tu regardes par là. Il dit, tu vois, là, il dit, il y a un gros rocher, là, là-bas, là-bas, là-bas. Là. Bien, il dit, moi, je commence là. Puis si tu regardes en arrière, là-bas, il y a le clocher d'église, là, tout petit, là, bien, juste en avant de ça, c'est ma terre, elle va jusque-là. Puis par là, il y a un boisé dans le fond. Le boisé, c'est à moi. Ça s'arrête en arrière de ça. Fait que là, le Texan, il dit, ah ouais, il dit, moi, il dit, chez moi, il dit, quand j'embarque dans mon camion le matin, dans mon pick-up, il dit, je roule, puis je roule, puis je roule, je roule, je roule, puis il dit, j'arrive presque à la fin de la journée, puis il dit, j'ai même pas atteint la fin de ma terre. Fait que le producteur, il dit, ah, il dit, parle-moi en pas, je n'ai déjà eu un pick-up de même, moi, tout. Alors, le déroulement de la présentation, je vais vous faire une petite parenthèse pourquoi je viens vous parler de la gestion. Qu'est-ce que c'est la gestion active pour moi? Comment se portent les fermes laitières? Alors, moi, je vais vous donner des exemples de fermes laitières. C'est des chiffres, mais en réalité, ça peut s'adapter à tout type de production. Comment appliquer la gestion active sur votre ferme et pourquoi consulter en gestion? Alors, qui suis-je? Pourquoi je vais vous parler de la gestion? Bien, moi, je suis un agronome qu'on appelle communément un agronome d'asphalte. Je ne suis pas issue du milieu agricole, mais jeune, j'avais un oncle qui avait une ferme laitière en Estrie, chez lequel j'allais passer du temps, et puis ça me faisait triper être là. Alors, quand ça a été venu le temps de faire un choix de carrière, l'agroéconomie, là, s'est imposée, puis ça fait maintenant, ça va faire 21 ans, samedi que je fais ça. Et puis, c'est ça, je tripe encore à faire ce travail-là. J'ai beaucoup appris, comme venant pas de l'agriculture, j'ai vraiment beaucoup appris avec les producteurs agricoles. D'ailleurs, il y en a encore avec lesquels je travaille aujourd'hui, après 21 ans. Puis les producteurs, mais aussi les conseillers, parce que ce monde-là, c'est des gens qui sont passionnés puis qui sont convaincus par l'importance de la gestion. Alors, ça donne toujours le goût d'aller plus loin. Au début, je vous dirais que quand j'ai commencé, je me disais, dans 3 ans, je vais être bonne. Aujourd'hui, c'est ça, pour plus d'une vingtaine d'années, j'ai évolué, mais je me dis qu'il y a encore vraiment plein de défis puis plein de nouvelles connaissances qu'on peut acquérir, plein de nouvelles choses. Et puis ça, encore là, c'est quelque chose qui me fait triper. Moi, dans mon rôle, je le vois vraiment comme un rôle d'accompagnateur pour éclairer les producteurs, pour leur amener un questionnement, mais en aucun temps, on est là pour moraliser ou pour dire vraiment aux producteurs quoi faire. C'est toujours les producteurs qui doivent prendre leurs décisions. Par contre, c'est le fun aussi pouvoir se faire l'avocat du diable quand on a établi un bon contact pour challenger le producteur puis lui faire voir d'autres choses. Ce qui me fait triper, dans le fond, c'est vraiment de voir qu'il y a des producteurs qui sont super bons, qui contrôlent bien leur entreprise puis qui sont toujours prêts à faire un peu plus. C'est vraiment quelque chose qui est motivant pour moi. J'ai le goût de partager un petit truc avec vous qui m'aide dans mon évolution, puis quand j'ai des moments qui sont plus difficiles, on se fixe des objectifs, mais des fois, c'est pas toujours facile. Bien, vraiment, c'est de se fixer des modèles et puis de trouver des caractéristiques à ces personnes-là qui fait que quand on a une situation qui se présente, bien, on peut se rattacher à une personne. Comme par exemple, j'ai 4 personnes que je vous présente. Pierrette Desrosiers, qui est psychologue dans le milieu agricole, Daniel Henkel, qui est entrepreneur, Marcel Groslot, qui est producteur laitier, président de l'UPA, et Jean-François Lépine, qui est journaliste-reporter. Quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qui m'inspire chez ces personnes-là? Bien, pour Pierrette, l'humanisme, son côté dynamique, son côté innovateur, parce qu'elle a débuté il y a plus d'une vingtaine d'années en agriculture, puis faire de la psychologie, venir parler de psychologie à des agriculteurs, c'était quelque chose qui était quand même innovant. Et pour la justesse de ses propos, il me semble qu'elle a toujours les mots qui nous font sonner une cloche en quelque part. Ensuite de ça, la détermination, la persévérance, la résiliation, l'entrepreneurship, c'est des valeurs pour moi qui sont bien représentées par Mme Henkel.
Au niveau de M. Groslot, l'implication, tout son savoir agricole, sa connaissance des dossiers, son côté gestionnaire reconnu et son leadership sont des caractéristiques qui sont importantes pour moi. Puis je vais arrêter là parce qu'on voit bien que je suis en train de le faire rougir. Et Jean-François Lépine. Pourquoi Jean-François Lépine? Il n'y a pas rapport vraiment à l'agriculture, mais c'est tout son côté vulgarisation, sa connaissance. Pour moi, c'est important de connaître pas juste, par exemple, l'agriculture, mais de voir les choses dans une ouverture plus large. Son savoir du monde, l'évolution de sa carrière et la rigueur, bien, pour moi, c'est des choses qui sont importantes, alors j'essaie de me rattacher à ça. Fermez la parenthèse sur mes modèles. Moi, je vous ai présenté des choses, mais pendant que je vous parlais, est-ce qu'il y a des personnes ou des modèles qui vous sont venus en tête? Bien, je vous incite à vous en trouver. Alors, qu'est-ce que c'est la gestion active? Bien, c'est de ne pas attendre à la fin de l'année pour constater l'état de la situation parce que ça se passe au quotidien. Hein, c'est pas là, c'est le temps des états financiers. Bien, vous devriez déjà savoir est-ce qu'on a eu une bonne année ou pas une bonne année parce que régulièrement, il y avait des spot checks qui étaient faits. C'est avoir une vision de son avenir, voir c'est quoi les options qui s'offrent à nous. C'est se questionner soi-même vraiment et questionner les autres aussi. Pourquoi vous faites ça comme ça? Pourquoi ça fonctionne? Qu'est-ce que vous avez appris dans cette situation-là? Et puis voir, vous, qu'est-ce que vous voulez de votre ferme, où vous voulez aller avec ça. C'est se soucier de la rentabilité avant, parce que souvent, on se dit, bien, je suis capable de me payer ça. Bon, ça, c'est une chose. Est-ce que parfois, on a peut-être la liquidité pour se payer quelque chose, mais est-ce que c'est rentable de le faire? Je pense que c'est une question qui est quand même importante avant de prendre la décision. Et puis, c'est de faire aussi la part des choses entre l'émotion et l'émotionnel et le rationnel. Est-ce qu'on prend des décisions vraiment toujours plus avec notre cœur ou plus avec notre tête ou un bon mix des deux? Et au bout du compte, c'est aussi d'être conscient que vous êtes toujours le premier au bat parce que c'est votre entreprise. Puis si il y a une décision qui est prise et puis qui n'est pas favorable à votre entreprise, c'est vous qui allez en subir les conséquences. Pourquoi on parle de gestion active? Bien, je pense que l'agriculture évolue quand même dans un environnement, je dirais, relativement stable. On a peu de pertes en agriculture. C'est quand même un domaine qui est assez stable. Puis tantôt, on va parler du secteur du financement. Si on a des ouvertures comme ça, c'est parce qu'on a quand même un secteur là, qui est stable. Mais on a quand même des défis importants qu'on parle présentement au niveau des politiques. L'ALENA, c'est quand même un sujet d'actualité. Toute la question des ressources humaines, les prix, la variation des prix, les rendements, est-ce qu'on est prêt à faire face à des variations au niveau de nos rendements? Toute la question des consommateurs et du citoyen, peut-être on se soucie un petit peu moins dans notre façon de faire les choses, mais le ministère de l'Agriculture est en train de penser une nouvelle politique bioalimentaire. Et puis c'est vraiment le consommateur et le citoyen qui est au centre des objectifs de cette politique-là. Bon, il y a la question des dettes et puis on pourrait en nommer bien d'autres défis auxquels vous devez faire face. Maintenant, si on regarde un petit peu un portrait de ce qui se passe en production laitière, eh bien, avec mon confrère René Roy de Valacta, on a été mandaté par les PLQ pour faire l'analyse des résultats financiers, l'évolution des résultats financiers d'un groupe de fermes laitières. Puis pour ce faire, on a travaillé avec la Banque de données Agritel Conseil et des groupes conseils agricoles du Québec. On a un échantillon de 430 fermes qui était suivi de 2012 à 2016, donc c'était toujours le même échantillon. La ferme moyenne de notre échantillon, c'était 76 vaches, 80 kg et 140 hectares en culture. Alors, si on regarde au niveau du bilan, on voit que l'actif, en 2012, on était autour de 3,15 millions de dollars d'actifs agricoles. Et en 2016, on est rendu à 4,55 millions de dollars. C'est une augmentation de 45 % de la valeur moyenne des entreprises. Au niveau de la dette, on est passé de 1,21 à 1,58 millions de dollars. C'est une augmentation de 31 %. Donc, la dette a augmenté moins que l'augmentation de l'avoir propre, de l'actif, pardon. Le taux d'endettement, pour sa part, est passé de 38 à 35 % et l'avoir propre de près de 2 millions à près de 3 millions, soit une augmentation de plus de 50 % de l'avoir propre. Alors, au bilan, nos producteurs se sont enrichis.
Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est vous vous rappeler qu'il y a eu des dons, des transferts au niveau des quotas et il y a quand même au niveau des groupes, quand on fait nos dossiers, on essaie de tenir aussi à jour la valeur des terres. Donc, il y a une certaine inflation aussi qui est appliquée. Sur le 1 million d'augmentation d'équité, on a 19 qui provient des opérations et 81 qui provient de l'inflation et des transferts de quotas. Donc, c'est quand même assez, si on fait la différence, là, on a à peu près 200 000 là, qui provient vraiment des opérations. Et s'il n'y avait pas eu d'inflation ni de transfert, on serait plus autour de 42,5 de taux d'endettement. Par contre, en réalité, ces transferts-là ont été vraiment faits, alors ils font partie de votre bilan. Notre taux d'endettement qui diminue, est-ce que ça veut dire que notre bilan s'améliore? Bien entendu, on vient de le voir au niveau de l'équité, par exemple. Est-ce que ça veut dire qu'on dégage des liquidités parce que notre bilan est meilleur? Bien là, ce n'est pas certain. Ici, j'ai essayé de voir l'impact de la dette par rapport à la rentabilité des fermes. Ici, en vertical, vous avez le solde. J'ai-tu un pointeur là-dessus? Le solde résiduel en pourcentage des revenus bruts. Qu'est-ce que c'est notre solde résiduel? C'est nos revenus, moins nos dépenses, nos charges de production, les salaires, retraits, impôts, ainsi que les paiements, ce qui nous reste à la fin en proportion des revenus qu'on a générés. Et puis, à l'horizontale, on a la dette à l'hectolitre. Alors, on pourrait penser que plus qu'on est endetté, moins qu'il nous reste d'argent à la fin de l'année. Et ce qu'on voit, c'est que, par exemple, pour un 10 de solde résiduel, bien, on a des entreprises qui se retrouvent à 100 $ de dette à l'hectolitre et on a des entreprises qui se retrouvent à 375 $ de dette à l'hectolitre. Donc, l'endettement ne fait pas toute la différence et ce n'est pas ça qui fait qu'on va nécessairement avoir un meilleur ou un moins bon solde résiduel à la fin de l'année. Si on regarde maintenant au niveau des investissements, eh bien oui, on a parlé d'emprunts, mais les investissements qui ont été réalisés au cours des dernières années ont quand même été faits en grande partie grâce aux emprunts, parce qu'on voit encore ici, si je me revire, est-ce que vous m'entendez quand même bien? Donc, on voit là, qu'il y a eu une augmentation des investissements au cours des années. Sur la période, en moyenne, on est à près de 795 000 $ d'investis par entreprise. Et puis, en noir ici, c'est notre solde résiduel ou ce qui nous restait pour autofinancer une partie de nos investissements. Alors, on voit qu'en 2013, c'est là que notre solde résiduel était le plus faible. Il y a eu une augmentation depuis, mais on est loin quand même du 20 % d'autofinancement qu'on viserait qu'on aurait de disponible pour autofinancer nos investissements. Si on regarde un petit peu plus en détail dans quel secteur de l'entreprise ces investissements-là ont été faits, eh bien, on voit, si on regarde plus pour les dernières années, 2015, c'est l'année où il y a eu le plus d'investissements au niveau du quota parce qu'il y a eu des transferts au niveau de la marge vers le quota possédé. Et puis, là, on pouvait acheter plus de quotas, mais finalement, avec les transferts qui se sont ajoutés, là, il y a eu un ralentissement au niveau de l'acquisition du quota par entreprise. Mais on voit que 2015-2016, il y a eu plus d'investissements au niveau des bâtiments en jaune et machinerie et équipements en bleu. Machinerie et équipements étant autant au niveau des champs qu'au niveau de l'étable parce qu'on n'était pas en mesure de faire la différence entre les deux. Qu'est-ce que c'est le but d'un investissement? Eh bien, un investissement en temps normal devrait servir soit à augmenter nos revenus, soit à diminuer nos dépenses, à améliorer l'organisation de notre travail ou augmenter la main-d'œuvre parce que, par exemple, on a une relève qui arrive puis on veut avoir plus de travail pour accueillir cette personne-là, améliorer la qualité de vie. Donc, un investissement devrait améliorer à moyen terme le solde résiduel de la ferme. On a regardé maintenant les investissements. Si on regarde au niveau, tantôt on a dit qu'un investissement devrait augmenter les revenus, mais qu'est-ce qu'il y en est des revenus? On voit que sur la période, il y a eu quand même une progression au niveau des revenus, surtout de 2013, à partir de 2013. 12-13, c'était assez stable au niveau des revenus. Et on voit tout de même qu'il y a eu aussi une augmentation des dépenses de production, le bâtonnet en rouge. Et en bas, bien, c'est notre marge de manœuvre ou encore notre solde résiduel dont on a discuté tout à l'heure. Fait qu'on voit que notre solde résiduel est quand même, par rapport à l'ampleur de nos revenus, est quand même assez faible.
Tantôt, on a dit que l'endettement n'avait pas un impact nécessairement, un lien évident avec le solde résiduel. Mais par contre, si on parle du taux de charge, combien d'argent il faut dépenser pour générer 1 $ de revenu, bien là, vraiment, c'est beaucoup, beaucoup plus lié ensemble. On voit vraiment que plus notre taux de charge augmente, plus notre solde résiduel, ce qui nous reste à la fin, diminue et même est négatif. C'est certain qu'il faut viser à augmenter nos revenus et baisser nos dépenses, mais il faut tout de même faire attention à l'importance de la marge. Hein, parce que parfois, il peut y avoir des revenus qui vont être coûteux puis des dépenses qui vont être payantes. Comme par exemple, si au niveau du programme alimentaire, vous faites des changements importants parce que c'était mal adapté et que ce programme-là vous coûte un petit peu plus cher, mais que vous allez chercher beaucoup plus de productivité par vache, bien, c'est une dépense qui va être payante. À l'inverse, bien, des fois, on va faire, par exemple, on veut aller chercher des escomptes ou des revenus ou sauver un petit peu d'argent, mais si on investit beaucoup de temps pour ça ou des déplacements et tout, bien, ça peut devenir finalement que, oui, on a sauvé un peu d'argent, mais on a perdu de l'autre côté. Alors, c'est ça. Il y a des revenus coûteux, comme par exemple aussi une bonne main-d'œuvre, bien, de bien la rémunérer, ça peut être presque plus un investissement qu'une dépense. Comme dernièrement, c'était la Saint-Valentin, mais avoir peut-être acheté des fleurs ou une pensée spéciale pour votre Valentine, ça a pu être une dépense payante. Tantôt, on a vu, si je reviens un petit peu en arrière, on le voyait plus ici, on voit que notre solde résiduel, 2014, 13, 14, 15, il a quand même un petit peu augmenté en moyenne. Mais si on regarde de façon individuelle pour chacune des années, on voit qu'en 2012, on avait à peu près le tiers de nos entreprises qui avaient un solde résiduel négatif. En 2013, on était à 42 %, c'est la pire année. Et puis après ça, 2014, on est revenu à peu près au tiers de nos entreprises, mais depuis, on a quand même une augmentation annuelle de la proportion d'entreprises qui ne réussissent pas à faire l'ensemble de leurs frais et qui ont un solde résiduel négatif. Alors, il y a une certaine polarisation entre les entreprises qui vont bien et les entreprises qui vont moins bien. Celles qui vont bien vont vraiment mieux, ce qui fait qu'en moyenne, il influence mon solde résiduel, puis qui fait qu'on dit, bien là, la production laitière, ça ne va pas si mal, on améliore notre solde résiduel. Mais si on regarde individuellement, on a plus d'entreprises qui vont moins bien. Et puis ça, bien, je pense que c'est préoccupant. Sur la période, j'ai regardé sur les 5 années, et sur les 5 années, on a presque 20 % des entreprises qui, 4 années ou 5 années sur 5, ont un solde résiduel négatif. Et on a près de la moitié des entreprises qui, 4 années ou 5 années sur 5, ont un solde résiduel positif, donc qui sont dans le rouge. Alors, pas dans le rouge, mais qui ont des excédents monétaires. Alors, moi, je trouve que c'est ce 20 %-là, ce 5e quintile-là, qui est toujours négatif, j'ai de la préoccupation pour ces entreprises-là, pas parce qu'ils sont nécessairement sur le bord de la faillite, parce qu'on a encore de l'équité en agriculture, mais quand on parle de projets ou de transférabilité d'entreprise, je pense que ça va être plus difficile pour ces fermes-là. Et puis ça, c'est en production laitière, mais ça peut se produire aussi dans d'autres productions tout aussi bien. Justement, si on regarde d'autres productions, eh bien ici, c'est un graphique qui est tiré de la financière agricole, le programme d'agri-stabilité, et c'est une moyenne pour 2009 à 2013 des entreprises qui ont couvert leurs dépenses. On voit que les entreprises où il y a le plus de vert, en vert, c'est celles qui ont couvert leurs dépenses, et puis en rouge, celles qui n'ont pas couvert leurs dépenses. Les productions sous gestion de l'offre ont la proportion la plus faible d'entreprises qui n'ont pas couvert leurs dépenses. Et quand on se dirige vers la droite, on a davantage des productions sous Astra et on voit quand même qu'il y a du potentiel d'amélioration parce qu'il y a plusieurs entreprises qui n'arrivent pas à couvrir leurs dépenses. Alors, quand on est dans le rouge, eh bien, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à un moment donné, on peut être dans le rouge 1 année, 2 années, mais à un moment donné, c'est nos comptes fournisseurs, par exemple, qui vont se retrouver, ou notre marge de crédit qui va se retrouver à côté. Puis là, quand on commence à avoir des appels, c'est un petit peu moins intéressant. Donc, on va aller voir notre partenaire financier et puis on va voir est-ce qu'on peut refinancer nos emprunts pour se redonner du lousse. Ici, je vous présente vraiment, c'est le cycle de l'endettement ou le cycle d'inefficacité aussi, ou de
de mauvaise gestion. Parce que là, on peut faire des emprunts pour refinancer les opérations, puis pour certaines entreprises, ça peut super bien aller parce que c'était contextuel le fait d'être dans le rouge. Mais ceux qui le sont année après année, bien, là, on va faire un emprunt pour refinancer nos opérations, fait qu'on va augmenter un petit peu nos remboursements. Oups, il y a une opportunité d'affaires qui va se présenter. On va investir dans un nouvel équipement, par exemple, mais on ne regardera pas est-ce que c'est rentable pour notre entreprise. Donc, ça se peut que ce ne soit pas rentable. On a les mêmes revenus, un peu plus de dépenses, plus de prêts à rembourser parce qu'on n'avait pas la liquidité. On l'a emprunté à 100 %. Et là, 1 an après, 2 ans après, on se retrouve encore avec un solde résiduel négatif et c'est reparti. Une phrase que j'ai de la difficulté à entendre, c'est « si j'avance pas, je recule ». C'est vrai qu'en fait, il faut toujours continuer à progresser dans notre entreprise. Mais quand on a un projet de 500 000 $ par exemple, si on demande pourquoi tu veux faire ce projet-là, puis que la réponse ce serait « si j'avance pas, je recule », ça manque de substance un petit peu. Tu sais, il faut aller un peu plus loin parce que moi, je me dis, si j'avance aveuglément, sans savoir où je m'en vais, bien, je peux me péter la mariboulette aussi. J'ai le goût de faire une parenthèse avec vous par rapport à l'accès au crédit. Alors, en agriculture, on a quand même une offre importante au niveau du crédit agricole. Puis ça, que ce soit au niveau des institutions financières ou même au niveau des fournisseurs, par exemple, qui peuvent vous faire du financement. Il y a de la compétition au niveau des parts de marché. Il y a bien entendu beaucoup de financement qui se fait sur la capacité de remboursement, mais il y en a aussi qui se fait sur les actifs, sur les garanties, puis on va faire preuve, on va aller chercher du capital patient. Il y a beaucoup de consolidation, comme je vous parlais tantôt, si on a eu des pépins ou des choses comme ça, on va consolider nos prêts. Et la durée de financement ne va pas toujours avec la durée de vie utile des emprunts. Et puis, il y a des faibles pertes aussi en agriculture. Ce n'est pas un secteur où il y a beaucoup de pertes. Puis, je vous parle de ça parce que je me dis, pour vous, là, comme agriculteur, vous êtes vraiment choyé d'avoir un accès au crédit comme ça. C'est vraiment une force pour vous. Moi, mon conjoint a une entreprise de construction, puis je peux vous dire que le crédit au niveau commercial, ce n'est pas du tout la même game qu'au niveau agricole. Alors, c'est vraiment pour vous une force parce que vous avez des possibilités pour accoter vos projets. Par contre, je vous rappelle que vous êtes le premier aussi à assumer les pertes. Donc, c'est possible parfois d'avoir un financement qui n'est pas nécessaire de contracter une dette, qui ne sera pas structurante pour votre entreprise. Tantôt, on a vu que le solde résiduel n'était pas en lien avec l'endettement. Mais tout de même, si on contracte un emprunt qui va faire que notre entreprise va aller mieux, il n'y a pas de problème. Si on contracte des emprunts qui peuvent nous tirer par le bas, bien là, vous allez être le premier à en subir les pertes. Et puis, je voudrais juste rappeler aussi le rôle de chaque intervenant. On a un rôle prédominant à jouer. Alors, le créancier, pour sa part, qui est son employeur de base? La banque, une institution financière. Et puis, quel est l'objectif d'une banque ou d'une institution financière? Faire des prêts, faire des prêts ou faire de l'argent. Donc, les banques, au cours des années, ont engagé des agronomes conseils, souvent, qui sont là et qui connaissent votre réalité, souvent qui sont avec vous depuis plusieurs années, qui connaissent votre entreprise, puis sont là vraiment pour vous accompagner puis pour vous aider. Sauf que si vous arrivez avec un projet qui n'est pas tout à fait assez bien ficelé, qui met votre entreprise en danger puis que vous mettez de la pression à votre conseiller en financement, puis que pour lui, bien, il vous dit, OK, c'est correct, si tu veux le faire, c'est toi qui vas, c'est ton entreprise. Il peut décider d'y aller parce que finalement, lui, son niveau de risque, il est encore correct avec ça. Et puis, il répond aussi aux besoins de son employeur. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si votre conseiller financier vous met un bémol à un projet, à la place de lui dire « si tu ne me le fais pas, je vais aller ailleurs », ce serait plutôt de s'asseoir avec puis de dire « qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça fonctionne, mon projet, puis comment tu vois ça pour que vraiment ça marche pour mon entreprise », parce que pour lui,
c'est bien plus intéressant de dire oui que de dire non. Puis s'il a eu le courage de vous dire, de vous mettre un holà, mais c'est parce qu'il est super professionnel. Le consultant, bien, lui, il est là vraiment, comme je disais tout à l'heure, pour vous accompagner, pour vous éclairer, pour faire des calculs, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais ça fait partie aussi de notre job, faire des calculs. Mais à la fin, c'est vous qui avez la plus grosse responsabilité, soit d'atteindre l'équilibre pour vous, pour votre famille, pour votre entreprise. De faire des fois, on a vraiment envie d'un projet, mais est-ce que c'est le temps de le faire? C'est vraiment d'évaluer tout ça, puis de prendre la meilleure décision pour vous. Ceci étant dit, maintenant, si on veut savoir, il faut savoir d'où on part pour savoir où on s'en va. Donc, il faut connaître nos chiffres. Et puis tantôt, vous allez voir qu'il y a des témoignages de gens qui connaissent leurs chiffres, puis qui connaissent leur entreprise, puis qui savent où ils s'en vont. Se fixer des objectifs, bien planifier ses projets, pour tout ça, pour prendre les bonnes décisions. Alors, connaître nos chiffres, je vous présente ici les résultats pour différents critères que je pense qui sont importants à bien connaître pour votre entreprise. Je vous présente ce qui en ressortait de mon étude, de l'étude de René et moi. Et puis Caroline m'a fourni les chiffres aussi de votre région. Alors, c'est la 2016 Québec. Alors, puis ce qui est important de retenir aussi, c'est que c'est des chiffres moyens. Et puis, dans le centre, je vous ai mis la variation, ça l'allait de quoi à quoi. Alors, par exemple, pour le taux de charge, en moyenne, on est à 58 Québec, 59 bien 58 pour notre étude, 59. Alors, c'est assez semblable, mais ça va de 31 à 111 pour notre échantillon. Donc, à 111 là, on réussit même pas à payer toute notre moulée, qu'on n'a pas d'argent pour nos salaires, et puis les paiements ne sont pas faits. Salaire, prélèvement et impôts, on est autour de 16 des revenus bruts qui sont attribués à ces sorties de fonds-là. Ça va de 3 à 38 Et puis, pour les 5 dernières années, on était pas mal à 16 Ça, c'est en production laitière, bien entendu. Ça, c'est un élément quand même qui est assez touché parce que, comme nous, comme consultants en gestion, on est qui pour vous dire que vous prenez trop de coups de vie? Dans le fond, c'est votre entreprise. Sauf qu'en même temps, il faut avoir un coût de vie qui correspond aussi à notre capacité à générer des revenus. Capacité de remboursement maximale, combien il nous reste pour faire les paiements? Bien, on est autour d'à peu près 26 puis ça va de 0 à 38 Donc, à 38 de remboursement, on a besoin d'être efficace au niveau de notre taux de charge puis de ne pas avoir un trop gros niveau de prélèvement parce que sinon, le solde résiduel risque d'être faible. Service de la dette, c'est la capacité de remboursement par rapport au paiement qu'on va faire. On est autour de 1,26. Il faut viser à peu près en production laitière 1,2 pour $1 de passif de remboursement. Et le solde résiduel, c'est d'avoir une marge d'au moins 5 de nos revenus bruts, 5 et plus, idéalement, de nos revenus bruts. Mais ça va de moins 28 à plus 40 de solde résiduel. Et puis, j'ai regardé dans mon échantillon les fermes pour 2016 sur mes 430 fermes qui avaient plus de 20 de solde résiduel. Donc, ça représentait quand même 7 de mon échantillon. Et puis, leur taux de charge moyen était de 47 donc efficacité à ce niveau-là, 17 de prélèvement, 9 au niveau des paiements. Donc, le taux d'endettement était quand même un petit peu plus faible. Au niveau du bilan, bien, le ratio d'autonomie financière, dans quelle proportion l'entreprise vous appartient? On est autour là, de 64-63 pour la moyenne des entreprises. Ça va de 20 à 100 d'autonomie financière. À 20 c'est sûr que ce n'est pas nécessairement facile. Fonds de roulement, c'est votre actif à court terme par rapport à vos dettes à court terme. En production laitière, on vise à environ 1,20 pour $1 de paiement. Puis si on est dans une production plus de culture ou animale, mais d'avoir un 2 pour 1, c'est un chiffre qui est plus un objectif qu'on vise davantage. La durée moyenne des emprunts, il vous reste combien de temps à rembourser vos emprunts? Bien, on voit ici qu'on est à 12,3 années, 11,5.
Bon, puis au cours des dernières années, c'est en croissance, cette durée-là. Là. Année après année, il y a un rallongement au niveau des remboursements des emprunts. Est-ce que 15 ans, par exemple, pour une entreprise qui viendrait de démarrer, est-ce que c'est problématique? Non. Est-ce que pour une entreprise qui voudrait transférer dans 2 ans? Alors, il faut toujours, dans le fond, relativiser tous ces ratios-là par rapport à la situation, le stade de vie de votre entreprise. Et la dette, on parlait souvent de la dette à l'hectolitre. J'aime bien regarder aussi la dette par kilo de quota parce qu'on sait qu'un kilo, ça vaut 24 000. Donc, on se dit, bien, on peut se gager un peu avec ça. Ici, on voit qu'on est presque à 21 000 pour la moyenne des groupes. Et puis, pour 17 700 ici dans la région, dollars par kilo de quota. Puis, c'est la dette totale. Donc, les cultures, si on a contracté des dettes pour les cultures, sont incluses là-dedans. Ce qui est important de savoir, dans le fond, dans ces ratios-là, c'est que si vous êtes hors norme sur certains ratios, par exemple, si le taux de charge n'était pas à 58, mais à 65 mais que vous faites tout faire à forfait, puis que vous êtes une ferme sans sol, par exemple, et que vous achetez tous vos fourrages, est-ce que 65 est problématique? Pas nécessairement, parce que, dans le fond, quand on fait faire à forfait, bien, on paye le paiement de la batteuse. Si c'est, par exemple, la batteuse, on paye le paiement, on paye l'homme dans la batteuse, alors que si on le fait soi-même, bien, le paiement ne sera pas dans le taux de charge, puis le salaire non plus. Donc, il faut vraiment toujours relativiser par rapport à notre situation propre. Puis, si c'est vraiment problématique, il faut essayer de trouver des solutions pour y remédier. Deuxième point, c'est fixer des objectifs. Qu'est-ce que c'est, se fixer des objectifs? Bien, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut avec notre entreprise, où on s'en va. Ce n'est pas une perte de temps. Souvent, on a l'impression que de s'asseoir puis réfléchir, bien là, on perd du temps parce qu'on n'est pas dans l'action. Mais je pense que le calcul puis la réflexion valent le travail. Puis bien faire cette réflexion-là, c'est sûr que ça va favoriser votre prise de décision. Vous allez prendre des décisions qui vont avec vos aspirations, que ce soit aussi personnelles ou professionnelles. Comme par exemple, au niveau personnel, si on dit qu'on manque de temps avec notre famille, puis on travaille trop, puis on est débordé, mais qu'on arrive puis on a un projet de prendre de l'expansion, est-ce que ce projet-là va avec les objectifs qu'on a de personnel de prendre plus de temps en famille? Il faut vraiment toujours être cohérent dans tout ça. Se questionner aussi, est-ce que vous êtes prête à faire, par exemple, à faire face à des baisses de revenus? Si vous avez un projet d'investissement puis que là, ça vous accote ici, bien, dès qu'il se passe qu'on a soit une augmentation, une baisse des prix, une baisse des rendements, une hausse des taux d'intérêt, bien là, on est mal pris. Si ici, je ne sais pas, est-ce que le prix des terres ou les terres, c'est un sujet qui est préoccupant pour vous? C'est drôle parce que là, je vais vous montrer des exemples, un exemple de calcul pour une terre tantôt. Puis j'ai mis 5 000 $ de l'acre. Et puis je faisais la même une présentation semblable à Saint-Jean-sur-Richelieu la semaine passée, voilà 2 semaines. Puis j'avais mis 10 000 $ de l'acre. Puis ils riaient vraiment de moi, là. Tu sais, puis je n'étais vraiment pas dedans, puis ce n'était pas les bons chiffres. Mais on s'entend qu'au niveau des prix de terre, souvent, bien, ils ne se payent plus. Puis on dit, bien oui, mais c'est correct, je ne perdrai pas avec. Est-ce que finalement, on le fait pour spéculer parce qu'on pense qu'on va aller rechercher de la valeur dessus? Et si oui, est-ce que vous êtes vraiment prêt? Parce que l'argument, c'est, bien, si ça ne marche pas de toute façon, je vais revendre puis je vais avoir fait de l'argent avec. Mais êtes-vous vraiment prêt à la revendre? Et puis, est-ce que vous avez, par exemple, aussi un plan B? Puis, dans les autres questionnements, là, les taux d'intérêt. Est-ce que vous êtes surpris par la hausse des taux d'intérêt présentement? On n'est pas surpris. Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent quand même vous faire mal? Non. Je pense qu'il peut y avoir un certain impact sur les soldes résiduels. Se fixer des objectifs, c'est pas juste de dire OK, je veux augmenter mon bénéfice. Bon, c'est positif de dire je veux augmenter mon bénéfice, mais concrètement, c'est de se fixer des objectifs qu'on dit SMART, qui sont spécifiques, qui sont mesurables, qui sont atteignables, réalistes et temporels dans le temps. Le réaliste, c'est que de se dire, par exemple, de se fixer un objectif beaucoup trop haut puis de ne pas pouvoir l'atteindre, je pense qu'on peut risquer d'être plus déçu qu'autre chose. Alors,
Par exemple, si on disait qu'on voulait augmenter notre bénéfice ou notre solde résiduel, mais à la place de seulement dire ça, c'est de je veux augmenter mon solde résiduel de 20 000 au cours de mon prochain exercice, bien, ça nous donne un moyen de valider si on a vraiment atteint notre objectif et aussi de se fixer des petits objectifs dans le temps. On les atteint, puis après ça, on s'en fixe toujours des plus gros que de vraiment de s'en fixer un gros, et puis là, bien, faut travailler que là-dessus. Troisième point, planifier ses projets. Benoît avait fait une conférence sur le sujet, je pense, au symposium sur la planification des projets, puis je pense qu'elle est disponible sur le site du CRAAC pour revoir après. Alors moi, j'en parle brièvement, mais je pense qu'il y a des... vous pouvez aller plus loin à ce niveau-là. Alors, quand on planifie ses projets ou ses investissements, bien, il faut voir est-ce que c'est vraiment, on le fait parce que c'est une opportunité. Comme par exemple, les hausses de quotas présentement, puis la hausse de la demande en production laitière. Est-ce que c'est une opportunité? Ça peut être une opportunité pour plusieurs, mais ça peut aussi être, tu sais, j'ai des producteurs des fois qui me disent que c'est un cadeau empoisonné. Bien, c'est pas nécessairement un cadeau empoisonné, tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux choisir de faire autre chose. Donc, c'est pas nécessairement, c'est une situation qui se présente, puis une même situation pour un peut être une opportunité et pour l'autre ne le sera pas une opportunité. Est-ce que c'est nécessaire? C'est sûr que vous avez des équipements qui usent et tout ça, bien, à un moment donné, il faut réinvestir. Ça peut être une nécessité. Est-ce que c'est prioritaire? On va regarder tantôt un peu comment prioriser nos investissements. Est-ce qu'on a des liquidités à mettre dans notre projet? C'est des choses qu'il faut évaluer. Il faut aussi se positionner pour rencontrer nos investissements qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Si on veut intégrer une relève dans 5 ans parce qu'il est super intéressé, il s'en va à l'école, puis on s'en va vers ça, puis il faudra construire une nouvelle étape. Et puis, bon, il y a certains investissements à faire, mais justement que l'année d'après, on va acheter une terre qui gruge 20 000 $ dans notre solde, dans notre trésorerie. Bien, cet investissement-là n'est pas en lien avec nos objectifs qu'on s'était fixés au départ, qui est d'accueillir une relève. Il faut être cohérent, on en a parlé tout à l'heure au niveau, par exemple, de nos objectifs de personnel et professionnels. Il faut voir aussi si on a un projet d'expansion, est-ce que finalement la main-d'œuvre, ça nous intéresse ou ça ne nous intéresse pas? J'ai parlé avec des producteurs qui m'ont dit on a investi, mais on avait vraiment sous-évalué l'impact au niveau de la main-d'œuvre. On était déprimés, ma femme puis moi, ça n'allait plus pantoute, on avait le goût de vendre, mais c'est peut-être parce que le questionnement n'a pas été suffisamment fait avant pour savoir est-ce qu'on a le goût de gérer de la main-d'œuvre. Bon, le stade de vie de l'entreprise, est-ce que nos finances sont saines pour procéder à un investissement? Est-ce que nos structures en place, on peut faire quelque chose avec au lieu de réinvestir de façon massive? Un exemple de planification mal planifiée. J'aurais le goût de parler, faire une petite parenthèse sur le programme d'investissement pour les fermes laitières, qui a finalement, je pense, plus contribué à créer des besoins, qui a vraiment été structurant pour le secteur laitier. Certains, pour eux, ça va être bien parce que la réflexion était déjà enclenchée, il y en avait déjà un bout de fait, mais il y a d'autres entreprises de lancer ça comme ça en plein été, avec un délai de 3 semaines, quand les gens sont, vous êtes dans le champ, puis les gens souvent ne sont pas, vos intervenants, pas si disponibles que ça. Puis premier arrivé, premier servi, je pense que ça aurait pu être planifié autrement comme programme et ça aurait été beaucoup plus structurant pour le secteur laitier. Et puis le problème, c'est que le 15 juillet, il y a des entreprises qui n'avaient pas de projet. Et puis que là, maintenant, bien, là, ils ont des projets de l'ordre d'1,5 million. Puis une fois que la graine est semée, bien, on a vraiment le goût d'aller au bout de ce projet-là. Alors, des outils pour vous aider à prendre des décisions sur du solide. Bien, on va regarder, on part de notre ferme type de tantôt par rapport à nos 430 entreprises. On est en production laitière, on a 117 hectares en culture, plus 23 en location. On fait un peu de maïs, on ne le stocke pas, on le vend à la récolte. Bon, une ferme type. On se rend compte pour faire la fermeture d'année et pour faire la planification des projets. Donc, on a 4 projets sur la table. Un projet qui est un silo pour stocker le maïs au lieu de le vendre à la récolte. Donc, on parle d'une 20 000 $ pour ce projet-là.
Une presse à balles rondes qu'on veut acheter usagée parce que le forfaiteur qui en faisait chez nous arrête d'en faire. Et puis là, il faut soit s'équiper, soit continuer à trouver quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas si c'est disponible. Et puis, il y aurait 2 voisins qui seraient prêts à en faire aussi. Ensuite de ça, il y a une terre, un 30 hectares qui serait à vendre là, pas loin, un voisin, ça ne repassera pas. Puis 30 hectares, ça remplacerait les superficies qu'on a en location si jamais on perdait notre contrat. Donc, on veut calculer ça. Et puis, on a un tracteur qu'on a une réparation là, de 6 000 à faire dessus. Puis là, on se dit, là, tant qu'à mettre 6 000, je vais remplacer mon tracteur, ça va faire une partie des paiements. Donc, c'est les projets qu'on a regardés. Je vous propose différents outils pour analyser ces différents projets-là. Par exemple, le DIRTA ou le seuil de rentabilité. Qu'est-ce que c'est le DIRTA? C'est dépréciation, intérêt, réparation, taxes et assurances. Ça va nous aider à déterminer à quel prix maximal ou minimal ou combien d'unités, minimales ou maximales, va nous permettre de rentabiliser notre investissement. Ensuite de ça, ça permet d'établir si l'investissement répond aux besoins de notre entreprise ou à notre capacité de payer. Et attention, il faut considérer l'ensemble des frais fixes qui vont augmenter avec l'investissement, que ce soit les taxes municipales scolaires, les assurances, l'électricité, l'entretien, le besoin de main-d'œuvre, etc. Puis, il faut prendre en compte aussi des revenus par unité qui vont être conservateurs, puis des rendements aussi, si on parle, par exemple, d'une terre de ne pas prendre la meilleure année des 5 dernières. Alors, le DIRTA, on va le considérer pour notre silo d'entreposage. Donc, on a de la dépréciation. Mettons qu'on a convenu qu'on voulait qu'il soit complètement amorti sur une période de 10 ans. Ensuite de ça, il y a des intérêts qu'on devra payer. Des réparations aussi. Bon, ici, j'ai mis 2 ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement là, qui va coûter cher en réparation, 2 de la valeur à neuf. Des taxes, parce qu'éventuellement, notre complexe va valoir un petit peu plus cher et les taxes augmenteront. Et les assurances. C'est sûr que dans ce cas-là, 80$, ce n'est pas grand-chose, là, sauf que le principe, c'est de vraiment considérer chacun des éléments qui peut varier avec l'acquisition. Donc, ça nous fait 3 000 de dépenses, 3 050 de dépenses totales pour 200 tonnes de stockage, donc un coût par année qu'il faut couvrir de 15 la tonne. C'est sûr que ça permet aussi de répartir nos ventes dans le temps, mais et puis si on regarde, en 2016, le prix moyen il a augmenté de près de 5 la tonne entre la récolte et les 6 mois suivants. Fait que 5 la tonne fois 200 tonnes, ça nous fait une augmentation de 1 000 de revenus qu'on va chercher en plus parce qu'on a attendu. Par contre, on a des frais pour notre investissement de 3 000 donc ça a un impact négatif sur notre solde résiduel de l'ordre de 2 000 Et j'ai regardé sur le site de la Fédération des producteurs de culture commerciale pour voir combien de fois on allait chercher 15 de plus la tonne. Et puis sur 36 années, j'avais 9 années qu'on allait chercher plus que 15 la tonne, 9 années qu'on vendait moins cher au printemps qu'on aurait vendu à la récolte, et puis la moitié du temps là, qu'on était entre 0 et 15 de variation par rapport au prix. Donc, ce n'est pas le Klondike nécessairement pour ce producteur-là. Deuxième outil, le délai de récupération. Ça va déterminer le nombre d'années requis pour récupérer notre investissement initial, puis ça va nous permettre de prioriser nos investissements avec l'argent qu'on a disponible. Encore là, il faut tenir compte de l'ensemble des coûts. Donc, on prend notre presse à balles rondes. Alors, dans un premier temps, on a fait le calcul pour savoir quel était notre seuil de rentabilité avec un 25 000 d'investissement et c'était de l'ordre de 800 balles par année qu'il fallait produire. À la ferme, on en fait 900, puis on a possibilité d'en faire un 600 chez des voisins, donc notre seuil de rentabilité est couvert. Maintenant, on veut savoir dans combien de temps on va récupérer notre investissement. Donc, on a des intérêts, 25 000 d'intérêts, de 25 000 qu'on va, par exemple, emprunter, donc ça va nous coûter des intérêts. Des réparations. Dans ce cas-là, j'ai mis 8 de notre 25 000. Souvent, si c'est une machinerie neuve, on va parler de 4 en termes de réparation, mais comme elle est déjà usagée, on en met un peu plus.
Les taxes, ça ne changera rien parce que c'est un équipement. Et les assurances, il faudra bien sûr assurer cet équipement-là, surtout, pas surtout, mais si on va faire du forfait ailleurs, c'est d'autant plus important. Donc, nos dépenses, sans considérer la dépréciation, on est à 2 675 $ par année. On va chercher des revenus de 7 $ par balle, des revenus ou des dépenses en moins parce qu'avant, on le faisait faire à forfait. Par contre, il faut considérer des charges variables de, bon, ici, on a 2 $ par balle. Il faut faire le calcul là, pour l'équipement, en fuel, en main-d'œuvre, en corde aussi. Donc, on a une marge par balle de l'ordre de 5 $ fois 1 500 balles, ça nous donne une marge brute de 7 500, moins nos frais fixes dont on vient de parler, 2 675. On a une marge de 4 800, pas loin de 5 000 $. Fait qu'on a 25 000 d'investissement et on va chercher 4 825 par année. Donc, on a un délai de récupération de 5 ans. Est-ce qu'un délai de récupération de 5 ans en agriculture, c'est un bon délai de récupération? C'est intéressant. C'est sûr que c'est un équipement qui est déjà usagé, mais c'est quand même assez intéressant. Au niveau, mon conjoint, il pose des panneaux solaires sur des industries pour la récupération de chaleur. Et puis, dans l'industrie, s'il n'y avait pas 3 ans de délai de récupération, bien, il n'embarquait pas. Fait que, c'est pas du tout la même situation qu'on croise en agriculture. Ensuite de ça, le budget partiel, bien, ça va déterminer l'impact sur les résultats d'entreprise d'un changement donné, que ce soit un investissement, par exemple, ou un choix de culture. On va faire un budget partiel pour la terre. Donc, ce qu'on veut voir, on a notre achat de 30 hectares à 12 000 $ l'hectare, 5 000 $, 360 000. Alors, quel sera l'impact sur nos revenus? Là, j'ai mis 50 % maïs, 50 % soya pour chacune des cultures parce que nos besoins fourragers sont déjà comblés par les superficies qu'on a. Donc, le maïs grain, il faut prendre vraiment des rendements qui touchent, et même si vous avez des super bons rendements chez vous, mais que la nouvelle terre que vous achetez est très moyenne, bien, il faut y aller avec des rendements réalistes. Le soya, donc, on a des revenus potentiels de 46 000 $ en plus par l'acquisition de cette terre-là. Est-ce qu'on a des revenus en moins par rapport à l'achat de la terre? Non, ça ne change rien, donc on n'a pas de revenus en moins. Maintenant, on va voir quel est l'impact sur nos dépenses. Alors, les dépenses en moins, on n'en a pas. Par contre, on va avoir des dépenses en plus. Tous nos approvisionnements de culture et toutes nos opérations culturelles sont des dépenses en plus. Et ici, je l'ai considéré sans main-d'œuvre supplémentaire. Les taxes scolaires municipales et des dépenses diverses qui pourraient arriver, j'en ai mis pour 3 000 $. Donc, on a des dépenses en plus de 31 780 $. Fait que si on fait le résumé de tout ça, on améliore pour 46 et on détériore pour 31 000. Donc, on a une marge de 14 235 $ ou 475 $ à l'hectare ou 192 à l'acre si vous fonctionnez plus à l'acre. On a regardé les dépenses, mais on n'a pas considéré encore les paiements pour cet investissement-là. Donc, si on considère 360 000 sur une période de 20 ans à un taux de 4,5 %, ça nous ferait 27 000 $ de paiement en plus par rapport à notre situation actuelle. Donc, on a un impact sur notre trésorerie négative de 13 245 $. Et seulement en regardant, si on regarde au niveau des intérêts, parce que des fois, on va dire, bien, je vais l'acheter, mais je ne paierai pas de capital, je vais payer juste des intérêts. Puis le taux, il n'est pas à 4,5 pantoute, tu es dans le champ. Donc, c'est 3 % mon taux d'intérêt que ça me coûte. Bien, c'est quand même 10 800 $ d'intérêt par année sur notre marge de 14 235 $ qui nous reste. Une fois tout ça regardé, bien, on va faire le budget d'exploitation globale aussi. Qu'est-ce que c'est le budget d'exploitation globale? C'est vraiment de considérer tous les revenus de l'entreprise et ça par secteur. Si on a une production animale, les champs,
Ensuite de ça, si on est en acériculture, vraiment regarder tous les secteurs de notre entreprise, les revenus qu'on va aller générer, combien de dépenses il faudra engager pour générer ces revenus-là. On va tenir compte aussi des prélèvements, la main-d'œuvre qui sera nécessaire, les paiements qu'on a à faire. Ça nous permet aussi de déterminer nos chiffres clés qu'on a vus tantôt. Ce sera quoi notre taux de charge projeté? Quel sera notre solde résiduel? Là, je vais faire comme dans les émissions de cuisine, là, où vraiment on parle de la recette, mais finalement, on a un plat au four, parce que si on faisait tout le budget ensemble de façon détaillée, c'est sûr que je bosserais le 5 minutes qui me reste. Fait que, ici, on a fait, je vous présente, on a fait le budget de base. Donc, on a 670 000 de revenus et il nous reste 15 000 de solde résiduel à la fin, une fois les paiements faits. On a une durée moyenne de 11 ans restante, donc on est semblable à la moyenne, puis on est confortable avec ça aussi, là, ça va bien, il nous reste des années en avant de nous. Les modifications qu'on a apportées, bien, on a des revenus en plus, des charges en plus, des paiements et tout ça. Donc, on a un impact sur notre trésorerie de 16 470 et puis il nous restait 15 000 de solde résiduel. Donc, si on ne change pas notre financement, bien là, on va être à moins presque 1 500 $ de solde résiduel à la fin de l'année. Puis idéalement, bien, on voudrait être au moins positif. Et puis, on se retrouve aussi avec une durée moyenne de 12,9 années. Donc, si on revoit notre financement pour avoir un solde résiduel de 16 000 $ parce qu'on a un petit peu plus de revenus, il faudra refinancer sur près de 15 années en moyenne pour retrouver un solde résiduel là, de l'ordre de 16 000 $. Donc, on a fait nos budgets, on a regardé les budgets partiels et tout. Quel choix on fait? Alors, on voit que pour le silo, comme c'était pour augmenter le stockage, puis on voit que ce n'était pas si évident que ça là, de le rentabiliser là, sur une période de 10 ans, bien, on repousse le projet, donc on est certain de sauver au moins 3 000 $ de frais fixes. Au niveau de la presse à balles rondes, c'est un bon deal. On a magasiné ça pendant l'hiver. On a une bonne machine, puis on décide d'y aller parce qu'on en a besoin, puis on va pouvoir le faire aussi quand on souhaitera, puis on a de la main-d'œuvre disponible. C'est parfait, on y va. Au niveau de la terre, mais le producteur est conscient que la terre, elle ne se paie pas sans modification du financement. Mais par contre, on a déjà une location, c'est une petite superficie. On s'assure on essaie autant que possible d'éviter le fusionnement avec nos autres terres pour si jamais il arrivait quelque chose, puis on se garde une porte de sortie. Et puis, quand on refait notre financement, on essaie de se garder du court terme, moyen terme, long terme. Et puis, pour le tracteur, bien finalement, en discutant avec le producteur, c'est vrai qu'on avait une réparation plus importante, mais après 10 ans de possession, on n'a à peu près jamais mis d'argent là-dessus, puis on sait qu'il est fiable, on l'a toujours bien entretenu, donc on décide de garder notre tracteur et de l'entretenir à la place de le changer. Il y a d'autres outils qui sont disponibles. L'analyse technico-économique que vous faites avec votre conseiller en gestion à chaque année. L'analyse comparative, un peu comme on a fait avec des moyennes pour voir où on se situe. Le budget de trésorerie, il y a le budget d'exploitation annuel dont on en a parlé tantôt. Et des rencontres de direction. C'est vraiment plein d'autres outils qui sont très utiles pour savoir où on s'en va à la ferme et fixer nos objectifs ensemble. Alors, je vous rappelle le danger du cycle de l'endettement. Je ne le referai pas tout avec vous. Mais pourquoi consulter en gestion? Bien, je pense que les consultants en gestion sont là vraiment pour vous aider à prendre des bonnes décisions, vous faire voir vraiment l'ensemble du portrait. Et quand on prend des bonnes décisions, bien, ça nous permet aussi de profiter vraiment d'opportunités qui sont bonnes pour vous, d'être mieux positionné pour mieux négocier, de prospérer. Et quand les finances vont bien, habituellement, là, on est de bonne humeur et on tripe vraiment à bien vivre notre passion. Et puis là, bien, je manque de temps pour refaire le tour, mais vous voyez que c'est un cercle heureux à la place d'un cercle vicieux. C'est se donner le moyen de mieux contrôler votre entreprise. Et puis des fois, j'entends des producteurs qui disent ou des gens qui disent « Ah, bien, ceux qui consultent en gestion, c'est sûr que c'est parce que ça va mal, tu sais, puis c'est parce qu'ils ne savent pas gérer leur affaire toute seule. » Mais au niveau des opérations, ce n'est pas problématique de consulter. Vous avez un vétérinaire, un nutritionniste, un conseiller au niveau des champs. Et quand vient le temps au niveau de la gestion et de la direction, c'est comme si ça touchait à une corde sensible.
Mais il y a des entreprises qui sont vraiment... J'ai un producteur des producteurs avec lesquels je travaille qui sont médaillés d'or de l'Ordre national du mérite agricole. Des fois, je me dis, tu sais, ils n'ont pas besoin de moi. Mais finalement, ils aiment ça voir leurs chiffres, ils aiment ça discuter, ils aiment ça se faire challenger, puis à la fin, c'est toujours eux qui prennent leurs décisions. Et il faut toujours faire attention aussi par rapport à dire, bien, lui, un tel, ça fonctionne bien, pourquoi ça ne fonctionnerait pas chez moi? Mais chaque entreprise est différente, vous avez des objectifs différents, des visions différentes, et les options doivent aussi être différentes pour chacun. Je vous rappelle, avoir un modèle, est-ce que c'est vraiment une opportunité pour vous, ce qui se présente? Accepter d'être challengé, c'est vraiment, je pense, très profitable. Les chiffres clés, différents outils qui peuvent vous aider, objectifs, et puis soyez responsables de vos réussites et de vos échecs parce que vous avez le pouvoir comme ça de changer les choses. Merci.